Le cœur net. Merci Anya d'avoir accepté cette interview. Je suis ravie. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te Oui, plaît? je vais me représenter rapidement. Voilà, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach de vie et thérapeute. Ma spécialité, c'est l'accompagnement des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, je les aide à se libérer de leur passé et reprendre le pouvoir sur leur vie. Je suis également la fondatrice et la présidente de l'association Les Résilientes qui organise des groupes de parole à Paris pour les femmes et également les hommes qui ont subi des violences sexuelles. Et je suis auteure d'un livre qui s'appelle L'or de nos cicatrices. Je vais vous le montrer, voilà. L'or de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles qui vient de paraître aux éditions First. Donc, je pense que vous l'aurez compris, la résilience est un thème qui m'est très cher et qui me parle, donc notamment après un trauma. Et aujourd'hui, voilà, on va aborder ce sujet-là, et notamment aussi la parentalité. Oui, parce que tu es maman aussi. Oui, je suis maman 3 fois. Voilà, moi j'ai 3 ados, on va dire même jeunes adultes. J'ai 3 enfants qui ont entre 15, bientôt 15 et 18. 15, 16, 18. J'ai Oui, deux donc, garçons et une fille. ouais, super. Donc, moi, c'est Laure, je suis médecin généraliste. Et c'est vrai que cette interview, elle me tient vraiment à cœur. Donc, merci beaucoup. Parce que finalement, c'est un sujet assez tabou. On n'en parle pas. Et on retrouve finalement des situations comme voilà, ce que tu as pu vivre dans notre cabinet. Et nous-mêmes, soignants, des fois, on se sent un petit peu démunis. Et l'objet de ce live, justement, c'est voilà, d'avancer ensemble, de proposer des solutions, ou en tout cas voilà, des idées, une réflexion. On n'est pas là du tout voilà, pour donner voilà, des injonctions. On va se baser évidemment sur ton parcours. Mais surtout, si ça peut vous aider, on se dit que voilà, c'est déjà mission réussie. N'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours et à mettre des petits commentaires. Il y a des personnes qui ont lu ton livre qui te félicitent. Ah, ok, bah merci pour. N'hésitez pas à me faire un retour. Vous pouvez m'écrire un petit message. Je serais ravie d'avoir le retour de mes lecteurs et mes lectrices. Et comme l'a dit Laure, on est là vraiment pour pouvoir. Ben, voilà, je vais partager mon expérience en fait de parentalité, pouvoir aussi répondre à vos questions. Et c'est vrai que tu as raison, Laure, c'est un thème qui est très très peu abordé. Je trouve qu'il est essentiel en fait, parce que c'est vrai que quand on a vécu un trauma, donc ça peut être des violences, notamment des violences sexuelles, et ben c'est un thème en tout cas qui pour moi est essentiel, hein, je trouve. Et c'est vrai que c'est un peu limite presque tabou, je dirais, d'en Ouais, parler. Hein. Mm. c'est tabou, c'est tabou. On a beau parler de la libération de la parole, elle est déjà pas simple Oui, parce qu'il y a un poids, il y a le poids de voilà, on des communautés aussi. On va en parler tout à l'heure. oui. Mais c'est vrai que voilà, ce soir justement, l'idée c'est vraiment d'aborder les choses un peu voilà dans le vif du sujet. Voilà, quel a été ton cheminement, etc. de jeune femme, puis de maman et ta vie maintenant de maman Mm. d'ado quoi. Ouais, je vais le dire en raccourci, hein, sinon je pourrais Ah parler des oui, heures. non mais je Alors, vais je te vais essayer poser des de questions. faire court. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un chemin qui est en fait par rapport déjà, on va dire, je vais commencer depuis le début. Moi, je suis victime, j'ai été victime en fait d'un viol dans mon enfance, j'avais 15 ans. Et moi, j'ai mis dans mon cas 20 ans en fait à libérer ma parole. Donc moi, j'ai choisi de garder le silence pendant 20 ans. Et entre-temps, bah, voilà, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Et en fait, mon parcours de résilience, il a été, on va dire, vraiment sur le tard. C'est il y a 6 ans, en fait, j'ai commencé à libérer ma parole. Et entre-temps, j'ai construit ma vie, j'ai eu des enfants. Et c'est vrai que euh, dans mon cas, ce qui était difficile, on va dire, c'est que le fait de garder ce secret pour moi, de ne pas en parler, ça a eu quand même un impact aussi dans ma vie, dans mon rôle aussi, je pense, enfin, moi en tant que femme, moi en tant que maman. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà eu un parcours, on va dire, de parentalité avant la libération de la parole, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas de parcours type, mais c'est vrai que moi, j'ai eu un chemin de reconstruction euh, vraiment à partir du moment où j'ai libéré ma parole et j'ai eu une autre vie avant, on va dire, une vie où j'ai essayé de me reconstruire comme je pouvais, on va dire voilà, la façon dont je pouvais, et avec le poids du silence et dans la solitude, dans l'isolement. À l'époque, je n'étais pas du tout accompagnée. Moi-même, je n'étais pas encore voilà, non plus dans un métier d'accompagnement. Donc, c'est vrai que la question de parentalité, pour moi, en fait, pour faire court, moi, à un moment, dans mon parcours, moi, j'étais maman assez jeune. Hein, voilà. Donc, je me suis mariée, j'avais 23 ans, j'ai eu mes enfants. À 24 ans, j'avais un enfant. À 27 ans, j'avais 3 enfants. Voilà. J'ai eu deux garçons, une fille.
Et à un moment, je me suis dit, ben, le fait de pouvoir, dans mon cas, donner la vie par l'endroit même où j'avais souffert. Donc voilà, quand j'ai vécu des violences sexuelles, ben, c'était la zone du périnée, on va dire. Pour moi, déjà, c'était un miracle en soi de pouvoir donner la vie par cet endroit-là. Et je me suis dit, mais waouh, je suis capable quand même de ce miracle. Donc à 3 reprises. Donc mes enfants, c'est vrai que pour moi, c'est des miracles de la vie. Et dans mon parcours, voilà, en tant que maman, j'ai pensé, voilà, je pense, bah, à l'époque, c'était ma façon de penser, ma croyance, mais je pensais que le fait d'avoir voilà, une vie entre guillemets normale, mariée avec des enfants, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça, ça serait en fait mon chemin de guérison. C'est-à-dire que je pensais que mes enfants allaient me guérir, comme je pensais que mon couple allait me guérir, et je pensais que la guérison viendrait en fait voilà, de ce que je construisais, que ce soit mon couple, le travail, mes enfants. Et pour moi, c'était un leurre en fait, parce que du coup, j'ai fait le parcours après un peu, je vais pas dire inverse, mais un peu peut-être atypique, hein, où j'ai fait mon parcours de reconstruction quand mes enfants ont commencé à grandir. Et là, j'ai eu du temps en fait pour moi, pour travailler sur moi, parce que généralement, j'ai remarqué des personnes que j'accompagne, que ce soit dans l'asso ou des personnes que j'accompagne en coaching ou en thérapie, la question de parentalité va se poser peut-être, on va dire, quand c'est des jeunes femmes que j'accompagne, ben, généralement, elles ont un parcours thérapeutique avant, ou un parcours en tout cas d'accompagnement, où elles cheminent seules. Et à un moment vient la question de la parentalité. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir fait un chemin un peu inverse, mais voilà, je sais pas si c'est pas vraiment que c'est un chemin inverse, mais il est un peu atypique, je trouve. Oui, enfin, surtout on fait comme on peut. Donc, il n'y a pas de, voilà, pas de jugement. C'est ton parcours. Ce qui est chouette, finalement, c'est quand tu fais le bilan quelque part aujourd'hui, tu me dis que tu es heureuse. Oui, tout à fait. Donc, voilà, c'est que, J'ai fait du mieux que je pouvais en fait à ce moment-là. Aujourd'hui, voilà. voilà, voilà, j'ai quand même, j'ai plus le même âge, hein, j'ai 42 ans, j'ai une maturité que j'avais pas aussi à l'époque. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que, alors c'est vrai que moi, en tant devenir maman, avoir un socle familial, enfin ma famille, etc. C'était quand même une étape importante dans ma résilience à moi. C'est vrai, dans ma reconstruction, j'avais, on va dire, quand même des fondations, voilà, solides. Et je Mhm. me suis dit, ben, ça, ça va m'aider. Enfin, je ne vais pas m'effondrer parce que j'ai construit quelque chose, j'ai ma famille. Mais en fait, j'ai réalisé à un moment dans mon parcours que voilà, avoir des enfants, un couple, un mari, c'était pas suffisant. C'est-à-dire que mes enfants ne peuvent pas me guérir. Comme voilà, mon couple ne peut pas me guérir, et que la guérison, elle vient de soi. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et c'est vrai que après, du coup, la vie m'a envoyé quand même pas mal d'épreuves pour me secouer un peu. Et voilà, j'ai eu des séries d'essais dans ma famille. J'avais des chemins de résilience à chaque fois. D'ailleurs, j'ai fait un début de burn-out aussi. Enfin, je cherchais, il n'y avait plus de sens à ma vie, tu vois. Pourtant, j'avais tout pour être heureuse, comme tu dis, hein. J'avais mes enfants, mon boulot, mon mari, j'avais la famille parfaite. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait, c'est que moi-même, il me manquait quelque chose, et c'était un vide intérieur que l'extérieur ne peut pas combler, que même mes enfants ne peuvent pas combler, ou que voilà, mon couple ne peut pas combler. Et c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole. Donc c'était il y a 6 ans, parce que j'avais un mal-être général. Et puis le fait que je garde tout ça pour moi pendant 20 ans, je me sentais franchement très très seule en fait sur ce parcours. J'ai l'impression Et, d'être la seule au monde en fait. oh. Et souvent, en fait, ce que l'on voit, évidemment que je vois de mon côté au cabinet, c'est que le corps aussi s'exprime. Mm. Et tu parles de solitude, donc tu arrivais peut-être, toi, pour le coup, à verbaliser et à ressentir. Mais parfois, les patients ou les patientes n'arrivent pas. Et finalement, il peut y avoir tout ce qu'on appelle la somatisation. Tout à fait. Ça a été ton cas, je crois, aussi, Oui, pendant plusieurs années. j'en parle aussi dans mon livre, mais moi, ça a été, bah, comme j'exprimais pas par les mots, par la parole, bah, ce que j'avais vécu, mon corps s'exprimait à ma place. Donc, c'est ce que tu appelles tout à fait la somatisation. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de troubles bah, gynécologiques. Donc, c'est vrai que ça pouvait pas être ailleurs, mais bah, j'ai eu 20 ans de troubles gynécologiques. Alors, c'était pas tous les jours non plus, mais c'était assez répété. Et avec le temps, voilà, ça devenait de plus en plus, on va dire, handicapant dans ma vie. Donc, au départ, ça commençait par des mycoses qui étaient de plus en plus fréquentes. Après, j'ai eu des infections. J'ai une infection à staphylocoque. J'ai mis beaucoup de temps à la soigner, celle-là, parce que c'était un peu compliqué de la soigner. Après, voilà, j'ai eu
des problèmes voilà, d'infection urinaire aussi. J'ai eu des hémorroïdes, j'ai eu des condylomes, j'ai eu un arrêt de mes règles pendant 6 mois. En fait, avec le temps, ça devenait vraiment de pire en pire. C'était juste des mycoses, à mon avis. Je pense que j'arrivais à gérer. Et encore, quand c'est une mycose par mois, Ouais, là, ça fait à un beaucoup. moment, ça faisait beaucoup, mais on va dire, c'est 20 ans un peu pour moi. Alors, je ne sais pas si je vais dire errance médicale, mais parce que c'est vrai que j'allais chez les médecins, ils soignaient mes symptômes. Hein. Voilà, ils soignaient très, Et, très bien mes symptômes. Mais et ça revenait. ce que tu dis, c'est très intéressant pour la sphère médicale qui nous écouterait. C'est que finalement, voilà, ces somatisations, alors on n'a pas le mot parce qu'au final, la patiente vient avec une série de symptômes, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir l'œil, réussir à un moment ou à un autre d'évoquer, poser la question. Et je pense que voilà, souvent, moi je la pose assez facilement. Mm. Pour le coup, j'ai pas ce souci-là, mais des fois on n'ose pas et c'est un tort parce que poser la question, finalement, ben, c'est un oui ou c'est un non, puis ça peut permettre juste de déclencher Oui, quelque chose. bah oui, même juste demander est-ce que voilà, vous avez vécu des violences dans votre vie, hein, pas forcément violences sexuelles, mais c'est vrai que moi, Tout à fait, tu sais, j'ai même pas, ça peut paraître aberrant, hein, mais à l'époque, j'avais pas fait de lien. Pour moi, je comprenais pas que c'est mon corps qui s'exprimait. J'ai dit, bah, j'ai des bien symptômes, j'ai sûr, pas de chance, ça c'est chiant, j'en ai marre, je vais encore chez le médecin, etc. Mais je faisais même pas de lien. Pour moi, j'avais pas fait le rapport avec les violences sexuelles. Pourtant, bien sûr. aujourd'hui, ça semble une telle évidence, mais je te jure, à l'époque, pour moi, bah, je comprenais pas. Et ce qu'il faut Oui. préciser, c'est que quand tu as libéré la parole, finalement, ces troubles se sont Ouais, dissipés. quand j'ai libéré ma parole, donc ça Mm. remontait à 6 ans, ces troubles sont dissipés. Mhm. Franchement, j'ai quasiment rien. Enfin, c'est très rare, je pense pas. Enfin, ça n'a rien à voir avec avant, en fait. Voilà. Peut-être comme tout le monde, je peux C'est avoir une cause chouette. de temps en temps, mais là, j'ai pas vraiment de souvenir quand est-ce que ça m'est arrivé. Il y a eu vraiment un avant et un après. Quand j'ai libéré ma parole, mon corps n'avait plus besoin de s'exprimer. Et après, c'est parce que j'ai fait des liens et après, j'ai aussi commencé un travail thérapeutique. Dans mon cas, c'est Bien pas sûr. juste aussi la verbalisation. Après, c'est vrai que moi, j'ai porté plainte aussi dans mon cas, 23 ans après les faits. Dans mon cas, il y avait prescription. Et ça m'a aussi aidé dans mon parcours, même s'il y avait prescription, parce que il y avait une reconnaissance en fait du préjudice, hein, le fait que la police dit ça s'appelle un viol sur mineur, c'est passible de la cour d'assises, mais dans votre cas, bon bah c'est prescrit, donc il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Je me suis dit bah tiens, je ne suis pas coupable, parce qu'à un moment je ressentais aussi le poids de la culpabilité, de la honte, comme beaucoup de victimes de violences sexuelles peuvent le ressentir. Et là, ça m'a quand même libérée aussi au niveau des émotions, de la culpabilité. Et ça m'a énormément aidée. Après, j'avais fait le choix de faire un parcours thérapeutique. Et là, c'était une autre étape dans ma vie. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis pas allée plus tôt? Voilà, bon. Je m'en veux pas parce qu'à l'époque, j'étais pas capable, en capacité de parler, mais j'ai remarqué qu'il y a un avant et un après, c'est-à-dire avancer seul. Je dis pas que c'est impossible d'avancer seul, hein, c'est possible d'avancer seul, mais j'ai remarqué que moi, quand j'étais accompagnée, j'ai fait un bond en avant spectaculaire. Déjà d'avoir une personne qui soit neutre, qui soit spécialiste voilà, d'accompagnement et qui peut acquérir notre parole, et d'avoir aussi un autre point de vue et de réaliser finalement que je suis normale, quoi. Moi, je pensais que j'étais pas normale ou que j'étais seule au monde, etc. Ça remet quand même les choses à leur place et ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Après, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup aussi sur moi-même. Hein, voilà, c'est ça qui m'a aussi aidé par rapport, je pense, à la libération de mes mots corporels. En fait, c'est le choix que j'ai fait aussi. Hein, j'étais prête à le faire et j'avais envie de le faire. Et donc, dans ton parcours, tu as rencontré celui qui est devenu ton mari Mm. et tu lui as, donc tu as libéré ta parole déjà à ton mari, évidemment, avant ce projet d'enfant. J'aimerais savoir quel conseil donnerais-tu aux aidants, je vais les appeler comme ça, Mm. voilà, voilà, à la famille en général ou aux parents voilà, qui entendent ce genre d'épreuves. Des conseils pour les personnes qui accueillent la parole d'une victime, c'est ça. Moi, je dirais en premier lieu déjà alors, je pense qu'il y a un travail aussi à faire sur soi. La personne qui accueille la parole, elle a aussi un rôle à jouer en fait, dans la libération de la parole, c'est-à-dire d'éviter dans la mesure du possible de poser des questions culpabilisantes. Parfois, la personne qui accueille la parole a envie d'en savoir plus et parfois ça part d'une bonne intention, je sais, mais il y a des questions qui culpabilisantes du type pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt? C'est vrai, voilà. Ça fait 20 ans, pourquoi tu n'as pas dit avant ou pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Ça, c'est très culpabilisant. Ou pourquoi voilà, tu t'es pas débattu? Pourquoi pour moi, toutes les questions qui commencent par pourquoi, déjà, il y a
ça n'a pas une réponse qui commence par parce que, et puis souvent, on a l'impression aussi que la personne, elle nous fait notre procès, quoi, ou nous juge. Donc, la personne qui accueille la parole, je dirais déjà d'être dans l'écoute, en fait, avec beaucoup de bienveillance et d'être dans l'accueil, c'est-à-dire pas essayer de faire l'investigation ou le travail de l'enquêteur de la police. C'est déjà important de dire aussi, voilà, je te crois, tu n'es pas coupable, c'est pas ta faute. Voilà, c'est de savoir déjà qu'on nous croit, c'est hyper important. Parce que quand on remet notre parole en doute, c'est quand même un poids supplémentaire voilà, dans notre parcours. Et de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi ou comment je peux t'aider, te soutenir. Donc je pense être dans l'accueil, d'accepter, ne pas juger, ne pas interroger et dire qu'on est là pour la personne. Donc ça c'est dans l'idéal. Voilà. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça peut nous tomber dessus en tant que parents, en tant qu'amis. Et des fois, pour bien faire, on aurait envie je sais pas, même de tout savoir ou quoi. Enfin, en fait, il faudrait juste dire, dis-moi et je t'entends, quoi. Il y a Oui, tout Maëlle à qui fait. dit, c'est super violent cette culpabilité. Coucou Maëlle. C'est vrai que c'est ça. C'est que ça rajoute de la violence à quelque chose qui est déjà violent. Ouais. Et je pense que ça, c'est un des poids les plus lourds, en fait, à lever la culpabilité. C'est quasiment systématique, en fait, pour les personnes qui ont vécu ça. Et il y a une culpabilité déjà qu'on porte soi-même. C'est-à-dire que soi-même, on a parfois tendance à se culpabiliser ou se refaire le scénario dans sa tête. Et si j'avais fait ceci, cela, si j'avais fait autrement, je m'étais habillée autrement ou je n'étais pas là ce jour-là au mauvais endroit. Mais quand on reçoit de la culpabilité de sources extérieures, donc ça peut être aussi voilà, de la famille, de proches, de personnes voilà, qui veulent nous aider, hein, parfois peut-être de personnel métier d'accompagnement, je ne sais pas. C'est une culpabilité qui est supplémentaire à celle qu'on porte déjà très souvent quand on a vécu des violences sexuelles. Donc c'est une culpabilité qui ne va pas nous appartenir. S'il y a une personne qui doit justifier, c'est la personne qui a commis les actes, pas la personne qui les a subis. Et c'est vrai que tu as raison pour je trouve que tout ce qui est profession d'accompagnement personnel médical, thérapeute, psy, il n'y a peut-être pas toujours une formation par rapport à l'accueil de la parole des victimes. Et que parfois, inconsciemment, on peut, peut-être sans faire exprès, mais poser des questions ou sans le vouloir, ne pas accueillir de la bonne façon la parole de la personne. Donc je pense que tous et toutes, on a un rôle à jouer, en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des super remarques en tout ton On va discours regarder. sur le fait qu'on se culpabilise déjà tout seul, C'est vrai. que la communication non violente est intéressante pour accueillir la parole. Je suis tout Merci à fait beaucoup. d'accord. Je suis fan de CNV, de communication non violente. Parce que c'est vrai que c'est une forme de violence, en fait, quand on nous demande voilà, pourquoi. Ou même, j'ai lu quelqu'un qui a dit même la police, parfois, pose des questions aussi culpabilisantes. Et c'est vrai que ça m'est arrivé quand j'accompagne des personnes ou en groupe de parole, on échange, des personnes me disent quand j'ai porté plainte à la police, on m'a demandé voilà, comment t'es habillée, pourquoi t'es habillée comme ça, ou voilà, pourquoi vous n'êtes pas débattu, ou pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt. Alors, je pense que les questions peuvent être posées si on pose une question pourquoi vous étiez habillé comme ça ou comment vous étiez habillé. Mais pour moi, il faut se justifier. Je vous demande comment vous étiez habillé parce que dans le cadre de l'enquête, si on regarde je sais pas, les vidéos de télésurveillance, on a besoin de savoir votre tenue, etc. Enfin, on peut poser la question, mais il faut expliquer en fait aussi. Si c'est juste la curiosité malsaine, pour moi, c'est pas adapté. Ça dépend comment on pose la question et si c'est bienveillant. Il y a une façon de dire les choses. Et puis on sait tous aussi que la façon dont on est habillé ne justifie rien. Et ça Je justifie rien. précise. Mais, Oui, mais parce que même moi, j'ai culpabilisé, tu vois. ouais. Je me rappelle, ma thérapeute, moi, j'étais suivie par une psychanalyste et psychothérapeute, et m'a dit, parce que moi-même, je me culpabilisais, si je m'étais pas habillée, moi, j'étais dans mon lit et j'étais en petite tenue avec mon t-shirt. Et elle me disait, mais Alia, mais même si on est toute nue, on dort toute nue, ou même tu te promènes toute nue dans la rue, ça ne donne aucun droit sur ton corps. Je dis, mais oui, c'est vrai, c'est évident. Mais même si on se promène toute nue dans la rue, ça donne aucun droit à quelqu'un de nous agresser. Et ça, c'est important, c'est pas lié à la tenue vestimentaire. Et voilà, donc pour moi, c'est vrai qu'il y a des questions déplacées de savoir comment on est habillé, sauf si c'est dans le cadre de l'enquête, on a besoin de vérifier, je ne sais pas, sur une vidéo de surveillance, par exemple. Bien sûr. Mais c'est intéressant parce qu'en tant que parent aussi, je pense qu'on a un devoir d'éducation aussi, voilà, le corps nous appartient. C'est en train de passer un petit peu d'obliger de faire la bise. Bon, pour le coup, c'est pas du tout d'actualité, tant mieux. Mais voilà, ça fait partie aussi de ces choses qu'on peut dire. Voilà, il y a quand même une juste mesure, voilà, des petites choses à apprendre aux enfants et même aux filles, quoi. Elles sont libres, cette liberté,
Elle est difficile à enseigner aussi. Tout à fait. Même, c'est vrai, en tant que parent, on a un rôle à jouer. En fait, on a un rôle à jouer, j'ai l'impression, dans toutes les sphères de notre vie, mais en tant que parent, et ben, déjà Alors, je sais que l'école, ils le font déjà, hein, il y a aussi, mais je pense que c'est pas suffisant, mais d'apprendre que bah, notre corps nous appartient, que personne n'a le droit de nous toucher sans notre consentement, etc. Je trouve que c'est déjà essentiel et de, de le souligner et de dire aussi, en tout cas, moi, j'en ai parlé à mes enfants. Moi, j'ai mis du temps. Je pense que voilà, c'était le J'allais plus y dur venir. pour moi, c'était de dire aux personnes les plus proches, donc c'est-à-dire bah, moi, le dire à mes parents, à le dire à mes propres enfants. Donc ça, c'était il y a quelques années, j'aurais dit. Mais j'aurais dit, c'est pas dans le sens où voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir les détails de l'histoire, mais c'est vraiment bah, d'expliquer bah, mon chemin, pourquoi pendant 20 ans j'ai gardé silence, etc. Et j'aurais dit aussi pour la morale de l'histoire, pour leur dire, ben voilà, aujourd'hui je vais bien, je suis heureuse. Et c'est vrai que dans mon cas, bah, s'il y avait une chose à changer, même si on peut rien changer, mais je me dis, ben, j'aurais parlé plus tôt parce que pour moi, j'estime que mon parcours vraiment de résilience, vraiment, je l'ai fait presque en accéléré quand j'ai libéré ma parole. Ça a commencé par la libération de la parole. Et mes enfants, je leur ai dit pour leur dire, bah, si vous arrive quelque chose à l'école, que ce soit, c'est pas du harcèlement, du racket, voilà, des situations qui vivent comme peut-être violentes, c'est pas forcément des violences sexuelles à chaque fois, hein, mais me dire, ben, c'est important de pouvoir le verbaliser, en parler, d'exprimer son ressenti, parce que pour moi, c'est la personne bah, qui commet les actes. Donc, c'est pour ouvrir la discussion. Pour Bien moi, il n'y sûr, a aucun bien sûr. sujet qui est tabou, en fait. C'est vraiment, il y a une façon, bah, la discussion, c'est ouvert. Mm. Ouais. Ça permet aussi cette transparence qui, du coup, peut aller dans les deux sens, qui est juste. Et je trouve que finalement, ce que tu as permis Mm. aussi, c'est de casser un non-dit. Et moi, j'ai fait un post là-dessus, sur le fait de Mm. verbaliser. C'est que quelque part, même si on veut bien faire en taisant les choses, bon, inconsciemment ou Oui. consciemment, hein, encore, hein, Mm. j'entends, on fait comme on peut. Mais des fois, on tait les choses pour justement pas qu'il y ait de conséquences qu'on peut Tout à imaginer. fait. Sauf Mm. on va finalement exprimer ce silence différemment. Enfin, on parlait de somatisation, mais peut-être ça va être des larmes qui montent quand il se passe quelque chose ou de la colère qui arrive. Mm. Et c'est vrai que de verbaliser dans le cercle familial, c'est vraiment important. C'est vraiment Pour moi, je important. trouve que c'est essentiel. J'ai remarqué que c'est vrai que plus les personnes sont proches, et plus c'est difficile, hein, c'est plus facile de dire, on va dire, peut-être à un inconnu dans la rue. Voilà, c'est pas forcément, c'est pas comme ça Bien forcément que je veux le sûr. dire, mais j'ai l'impression que plus les personnes sont voilà, éloignées de nous, plus c'est facile, et plus les personnes sont proches, donc notamment, comme tu dis, la famille, les parents, les enfants, le conjoint. On a peur en fait de la réaction des gens, et c'est une peur qui est légitime en fait. On a peur d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être cru. Et donc, et c'est vrai que le poids des secrets familiaux, ben ça, je trouve que ça se ressent quand même. Il y a dans, peut-être, voilà, en tout cas, les enfants aussi, j'estime qu'ils peuvent le ressentir, en tout cas, peut-être par rapport à, je sais pas, mon comportement aussi. J'ai l'impression qu'il y avait il y a des cachotteries à un moment. Tu sais aussi pourquoi je me suis dit, mais il faut que mes enfants le sachent. Enfin, c'est pas il faut, mais je vais choisir de le dire à mes enfants parce que je préfère que ce soit moi qui leur dise, voilà, qu'ils apprennent de la bouche de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, c'est vrai que moi, c'était il y a 3 ans, je leur ai dit, ou 3, 4 ans, ou 3 ans, voilà, parce que j'avais ouvert mon blog. Et puis à l'époque, des personnes me disaient, ah, Bania, ton blog s'appelle lesrésidentes.com, ben, c'est super, je lis tes articles, c'est génial. Et puis mon fils qui était à côté me dit, maman, il parle de quoi? C'est quoi ce blog? Je dis, ah non, non, rien. Et je commençais à faire des signes, chut, tais-toi, 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 ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, non, mais à un moment, ils vont l'apprendre. Et puis à l'époque, je postais aussi sur mon mur Facebook quand je postais un article. Et puis mon fils aîné était dans mes contacts. Et je me suis dit, ah non, mais il ne faut pas qu'il voit. Donc j'ai commencé à l'enlever de ma liste d'amis. Bon, des trucs, des comportements, j'étais à ce point-là. Et je me dis, mais non, en fait, je m'observe, c'est limite, c'est presque ridicule. Je dis, mais aujourd'hui, j'ai pas honte de ce qui m'est arrivé et je ne suis pas coupable. Et Bien sûr. mes enfants, c'est vrai, quand on est parent, on veut les protéger aussi voilà, de violences, de choses comme ça. Et je me dis, ben, j'aimerais qu'ils les protéger de, voilà, de la guerre, de tout ce qui se passe dans le monde. Mais il y a des choses qui ne sont pas sous mon contrôle à moi. Et je me suis dit, par contre, mon histoire, elle m'appartient. Je préfère, moi, choisir comment aborder le sujet avec eux. Et pour moi, c'est vrai que c'était une étape très, très importante. Alors, mes enfants étaient quand même plus grands à l'époque. Voilà, ma fille devait avoir 10 ans et mon aîné
il devait avoir 13 ans. Et à l'époque, j'étais en fin de parcours thérapeutique avec ma psy. Je lui ai demandé est-ce que vous estimez que mes enfants sont prêts à entendre? Alors, et il m'a dit que moi-même, je me sens prête. Et puis elle me dit qu'ils ont un âge aussi où ils sont en mesure de comprendre. Alors, je pense que même quand ils sont plus jeunes, ça dépend comment on l'explique. Hein. On n'est pas obligé de raconter les détails de l'histoire, mais les enfants comprennent. Hein. Les miens ont compris. Et puis c'est vrai que, comme tu dis, moi j'ai ouvert un dialogue. Voilà, j'ai expliqué ce que j'avais vécu sans rentrer dans les détails. J'ai expliqué aussi surtout aussi mes 20 ans de silence, que c'était difficile et c'était vraiment pesant pour moi. Et pour aujourd'hui, je fais tout ce parcours en fait avec un travail sur moi pour leur expliquer, il est jamais trop tard non plus, tu vois. Il est jamais trop tard pour se libérer, il est jamais trop tard pour avancer dans son parcours et que moi-même, je veux que ça leur serve aussi d'exemple en fait. Il n'y a pas de tabou, je me dis, il n'y a pas de tabou à aborder en fait. Bien et sûr. que je suis ouverte à la discussion et que s'ils ont des questions, je suis là pour répondre aussi à leurs questions. Et pour compléter tes propos, effectivement, je suis totalement d'accord. Un enfant, même tout petit, alors évidemment, peut-être pas à 2 ans, mais Oui, peut-être à pas un l'âge, an ou 6 à mois, ou l'âge c'est de vrai. l'école, en tout cas, on peut leur dire les choses de façon très simple, Tout en à fait. disant, voilà, tu sais, moi, j'ai eu une période où j'étais triste, là, je vais aller mieux, ou enfin aussi. En fait, il faut savoir qu'un enfant, il a surtout besoin d'avoir ses repères et d'être rassuré dans ses repères qui sont Tout à souvent fait. l'école, le ou les parents. Et finalement, ça se limite à ça. Il sait qu'il y a de l'amour, il sait qu'on fait du mieux qu'on peut. Souvent, il le sait déjà intérieurement. Mais si nous, on le dit, c'est souvent très bien accueilli. Et d'ailleurs, même plus Tout à fait. facile qu'on l'imagine. Ouais, ouais, La raison, c'était plus facile que je l'imaginais parce que j'ai fait aussi des scénarios dans ma tête et bien sûr. finalement, le plus dur, c'est de commencer à dérouler le fil. Et c'est tellement, dans mon cas, c'était tellement libérateur et j'avais plus l'impression d'avoir comme des secrets où je suis, il faut pas en parler ou attention, ils Bien arrivent, sûr. on sautait. Enfin, ça faisait quand même des situations un peu étranges à la fin où ils disaient mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi maman, etc. Et ils voyaient bien qu'il y avait un truc étrange. Et pour moi, c'était plus ok, c'était plus juste. Je dis j'ai plus besoin de me cacher en fait. C'est parce que je pense que j'avais suffisamment aussi avancé dans mon parcours. Et dans mon cas, c'est vrai que quand j'ai fait le choix de me libérer, après, je me suis aussi autorisée à, je pense, j'ai fait un bond en avant spectaculaire à ce moment-là. En fait, quand j'ai libéré auprès de mes enfants, c'était les derniers. Voilà, pour eux, c'était ça le plus difficile. Il n'y a rien qui me semblait impossible en fait. Tout s'est ouvert pour moi. Tout. Puis après, du coup, ils m'ont toujours soutenu ou encouragé, que ce soit l'association que j'ai créée ou l'écriture du livre, etc. En fait, ça leur a permis d'avoir aussi des pistes de compréhension. Peut-être que moi-même, je ne me serais pas autorisée à aller dans l'écriture ou fonder mon asso si, tu vois, ça aurait été un moment bizarre. J'aurais presque une double vie, tu vois. Il faut que je me cache, il ne faut pas que je leur dise ce que je fais. Et ça semblait à la fin presque grotesque dans mon cas et ça me permettait d'être libre d'être moi-même et qu'eux-mêmes, ils fassent aussi partie de ce chemin-là. Sauf qu'ils ont un autre chemin que le mien, mais C'est il y a plus de intéressant. secret. C'est vraiment intéressant parce que finalement, en libérant ce secret dont tu parles, Mm. quelque part, ce qui te causait du souci, voilà, par le silence, voilà, tes enfants, l'inquiétude Mm. que tu pouvais avoir ou les appréhensions, Parce que c'était une finalement, façon de les devient, protéger, en fait. Je voulais les protéger bien de ça, sûr, c'est bien sûr. légitime, mais Ouais. c'est devenu un élément quelque part moteur. C'est C'était... cette Mm. libération, et puis peut-être que eux aussi, voilà, aujourd'hui, ils sont libérés. Voilà, ils souffraient certainement pas forcément avant, mais il y a pas, en tout cas, il n'y a pas de poids Il familial, y il a, n'y a pas de secret. il y a plus de questions qui soient, c'est vrai, tabou. Parce que moi aussi, Mm. enfin, voilà, je suis une communauté asiatique où on parle pas trop de ses ressentis, de ses émotions, on parle pas du tout de sexualité, on parle encore moins de viol, etc. Mais pour moi, je voulais plus que mes enfants grandissent tu vas dire, des situations où, attention, faut pas que tu t'exprimes tes émotions, faut pas pleurer, faut pas être triste, etc. Pour moi, j'ai été éduquée un petit peu comme ça, j'en veux pas à mes parents parce que c'est vrai que c'est culturel aussi. Il faut vraiment une question, il faut pas perdre la face, tu vois. Donc montrer ses émotions, c'est une façon un peu de perdre la face, faut garder l'honneur, etc. Donc même si ça va pas bien, tu montres que tu vas bien. Donc tu portes des masques et je me dis mais aujourd'hui, je fais un travail sur moi pour me libérer de tout ça, de choses qui me conviennent plus et je veux
pas imposer à mes enfants la même chose. Je vais pas leur dire retiens tes larmes si tu es triste. En fait, non, tu es triste, et il y a des Bien choses à sûr. exprimer, et les larmes, ça nettoie aussi le cœur. Et j'estime que les émotions, il y a toujours elles ont un rôle, en fait, elles ont une fonction. Donc pour moi, ça m'a permis d'ouvrir, je pense, des portes de communication avec mes enfants. Alors, ils sont pas non plus très, comme ils sont aussi chinois, on n'est pas non plus très expressifs, ils sont plus dans la retenue, la pudeur, mais ils savent que euh, c'est possible d'en parler s'il y a une ouverture avec moi. Euh, voilà, pour moi, j'estime qu'il y a pas de sujet qui n'est pas euh, abordable, en fait. Parce Mais que c'est moi, je très, m'autorise aussi, tu vois. c'est très intéressant Mm. ce que tu dis par rapport à la culture. Je le disais en début du Mm. live. C'est vrai que le poids de la famille, la Mm. responsabilité de la famille, notamment dans certaines cultures, elle est très très importante, beaucoup plus que dans la Ouais. culture, on va dire, occidentale classique. Mm. Et peut-être en découle une certaine voilà, responsabilité, donc peut-être encore une certaine culpabilité. Tu le vois un peu comme ça? Tout à fait. Alors moi, je vais parler de ma culture à moi. C'est pas du tout une critique, parce que voilà, moi, je suis très contente d'avoir une double culture. Mais c'est dans mon cas, il y avait des loyautés familiales fortes. Et c'est vrai que dans la culture asiatique, bon, notamment chinoise, hein, mais, c'est vrai qu'on pense d'abord global, on pense communauté. D'abord, on pense famille. Et donc, en fait, on fait partie d'un tout. Je fais partie d'une famille, je fais partie d'une communauté. Et on n'est pas encouragé à l'épanouissement personnel, par exemple. Donc, c'est pas, voilà, par rapport à la culture occidentale, on parle beaucoup de développement personnel et penser à soi, s'accomplir, se réaliser. Dans la culture asiatique, on n'en est pas encore là. C'est plutôt qu'est-ce qui est le mieux pour le groupe, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mieux pour la famille. Et si pour la famille, c'est mieux de se taire, moi j'ai pensé, hein, voilà, c'est mieux que je me taise, donc je me suis tue pendant 20 ans, pour pas faire souffrir non plus mes parents, hein, par exemple, je vais penser dans l'intérêt global. Et je ne pense pas à mon intérêt à moi. C'est quand moi j'ai commencé à faire un travail de développement personnel, et puis après j'ai fait une thérapie, ça m'a ouvert des perspectives en fait que je ne connaissais pas, et je ne savais même pas que j'avais le droit de penser à moi. Ça paraît fou, mais quand je prenais une décision, il fallait que ce soit une décision pour le bien de la communauté, le bien de mon couple, le bien de ma famille, pour mes parents. Et une fois, il y a ma psy qui m'a demandé, mais qu'est-ce que je veux moi? Alors, j'ai dit, c'est quoi vos besoins à vous, Anya? Je dis, je sais pas, moi je réfléchis, c'est quoi qui est mieux pour ma famille? Non, non, pour vous. Je dis, pour moi. J'ai dit, je sais pas, parce que on m'a jamais demandé, je me suis jamais posé la question. Ça peut paraître aberrant, mais c'est vrai, j'en étais là. Et c'est une question aussi de permission et d'autorisation. Et je pense qu'en fait, alors mon opinion à moi, c'est qu'en me libérant, moi, en m'autorisant aussi à penser enfin à moi, alors déjà, j'estime que c'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme. Pour moi, je trouve que c'est faire preuve de bon sens, parce que je peux pas. C'est en allant mieux moi-même aujourd'hui et en étant heureuse que je peux accompagner d'autres personnes aussi sur leur parcours. Et je pense que c'est en étant plus heureuse moi et que ma famille et mes proches le seront aussi, et que je ne vais pas non plus transférer sur eux, on va dire, des émotions que je ressentais ou mon mal-être. Donc pour moi, ça, c'est faire preuve de bon sens. Et le fait de me libérer moi, de libérer ma parole, de libérer, on va dire, voilà, sur tous les plans, voilà, près de mes proches, mes enfants, c'est aussi, je pense qu'il y a aussi une libération que je fais, peut-être d'ordre inconscient, mais je les libère aussi de poids de secrets familiaux, de loyauté, et qu'eux-mêmes, je leur montre une autre possibilité. En fait, il n'est jamais trop tard, on peut être libre d'être soi-même. Mon message, voilà, message pour tout le monde aussi, chacun et chacune, on peut s'autoriser à être heureuse, on est libre d'être soi. Et c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas de l'égoïsme, mais penser à soi, d'abord, combler ses propres besoins. On est quand même la personne avec qui nous allons passer le reste de notre vie. Donc, autant que ce soit en bon terme, et être un bon compagnon pour soi-même. Et c'est en étant une femme heureuse et où je me sens apaisée avec moi-même, en paix avec mon histoire, en paix avec moi, que je peux être aussi une meilleure maman, en fait. Pour moi, j'estime que c'est lié, et que en travaillant sur mes propres peurs, je ne vais pas transférer mes peurs à mes enfants. Et à un moment, j'en étais là. Avant d'en parler à mes enfants, pourquoi j'ai choisi aussi d'en parler? Parce que je commençais à transférer inconsciemment mes peurs sur mes enfants. Je me rappelle, c'était en plein MeToo, le premier MeToo, donc ça remonte à il y a 4 ans. C'était l'affaire, il me semble, Weinstein à l'époque, ou peut-être Hamilton.
Et ma fille regardait en envoyé spécial. Donc à l'époque, elle avait 10 ans. Et elle me dit, ah maman, c'est terrible. Elle a été violée et tout. Alors je dis, ben, à 10 ans, comment elle sait ça? Et après, elle commençait à parler. Et je lui dis, arrête de regarder ça. J'ai éteint la télé. Je lui ai dit, bah non, ta chambre. Et j'ai commencé à éteindre la télé. Je voulais la protéger de ça. Pour moi, c'était trop violent. Voilà. Pourtant, il n'y a pas vraiment, c'est pas des images violentes, mais le thème était trop violent. Et je voulais la protéger de cette violence qui est existante dans le monde. Bien sûr. Et je me suis dit, et après, j'ai commencé à me voir. Je dis, ça m'a fait peur, ma réaction. Je me dis, mais oh là là, mais si je commence à être comme ça, déjà, je ne peux pas la protéger de tout ce qui existe, hein, du racket, du harcèlement, de la guerre, voilà, des violences, etc. C'est une réalité qui existe, même si je préférais que ça n'existe pas. Mais je ne peux pas être tout le temps là pour protéger mes enfants de ça. Et je me suis dit, mais moi, je dois d'abord moi-même travailler sur moi parce qu'aujourd'hui, je commence à projeter des peurs sur ma fille. Il n'y a rien à arriver, je ne vais pas l'enfermer jusqu'à ses 18 ans dans sa chambre, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je travaille sur moi. Et justement, donc voilà, on a fait un peu ce cheminement, parler à la famille, à nos parents, etc. Donc, tu as eu 2 garçons et une fille. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ton ressenti sur tes grossesses et tes Ah oui, craintes tout à fait. quand Merci ils pour étaient cette plus question. petits? Oui, c'est vrai que moi j'ai eu 2 garçons et après une fille. Alors j'ai enchaîné 3 grossesses et pour moi la grossesse la plus difficile, alors c'est pas au niveau médical, je veux dire, mais au niveau, on va dire, émotionnel et ça fait remonter beaucoup de choses. Donc chaque grossesse quand même, ça fait remonter des choses. Mais quand j'étais enceinte de ma fille, donc la troisième grossesse, ça a fait remonter beaucoup toutes mes peurs, mes angoisses. Ça a fait remonter aussi des souvenirs traumatiques que j'essayais de qu'on me cachait comme je pouvais voilà, sous le tapis. Alors moi, dans mon cas, j'avais pas d'amnésie traumatique. Moi, c'est un passé que j'essaie de contrôler. J'avais quand même j'avais du stress post-traumatique. Hein, voilà, j'avais des insomnies, j'étais en état d'hypervigilance, surtout nocturne, etc. Et la grossesse de ma fille, quand j'ai appris que c'était une fille, en fait, c'est quand j'ai eu l'annonce du sexe de ma fille. Et là, d'un coup, je me suis sentie comme une responsabilité. Je me suis dit, ah là là, cette fois, c'est. Alors, j'étais hyper contente d'avoir une fille, parce que voilà, après 2 garçons, je voulais avoir une fille, mais je me suis dit, cette fois, c'est une fille. Et elle était même pas née, je commençais limite à avoir peur. Tu vois, j'ai peur pour ma fille, j'ai peur, j'ai mes propres peurs, toutes mes peurs qui remontent. Voilà, quand on est une fille, on peut subir des violences, on a plus de chances d'être harcelé, on a plus de chances de subir des violences sexuelles. Et j'ai commencé à faire comme des angoisses d'anticipation, mais genre des années avant. Et j'ai eu toutes ces peurs-là qui sont remontées avec voilà, de l'angoisse, encore plus de stress post-traumatique. Et comme je n'étais pas du tout accompagnée, c'était quand même violent pour moi à vivre. Et c'était difficile. Ouais. Qu'est-ce qui t'aurait aidé? Enfin, voilà, avec le recul, au-delà peut-être de la parole, qu'est-ce que tu Ça aurais aimé m'aurait faire pour aller mieux? J'aurais aimé, ce qui aurait été plus facile, c'est déjà pouvoir partager cette angoisse avec d'autres personnes, que ce soit avec un thérapeute, un médecin, parce que je l'ai gardé pour moi, on va dire. Et puis j'attendais que ça passe, hein. Et mais je pense que ce qui m'aurait aidé, voilà, c'est pouvoir me dire, bah, peut-être que je ne suis pas la seule. Et peut-être que ces peurs, elles sont aussi normales, parce que je ne comprenais pas pourquoi d'un coup j'étais si angoissée que ce soit une fille. Pourtant, j'étais tellement heureuse que ce soit une fille. Mais euh, c'était comme vraiment un poids qui était trop lourd à porter pour moi seule. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été peut-être une bonne chose voilà, de me faire accompagner juste pour verbaliser, hein. Peut-être que je n'aurais pas fait de thérapie, on va dire peut-être de l'EMDR, des choses comme ça, je ne sais pas, ça se fait pendant la grossesse. Dans mon cas, ce qui m'aurait aidé au mieux, voilà, pour les personnes qui me suivent, si je pouvais faire les choses autrement, voilà, si je pouvais remonter en arrière, maintenant que je vois mon parcours, j'aurais verbalisé plus tôt euh, avant de commencer mon projet de parentalité. Je pense que ça m'aurait aidé parce que ça m'aurait évité, on va dire, avec les grossesses, il y a aussi tu vois, les hormones, etc. Et puis, il y a tout un chamboulement intérieur. Ça m'aurait évité vraiment des grosses angoisses et qui sont restées quand même, même après l'accouchement, j'avais encore du stress, mais aussi j'avais du stress d'être d'être une mauvaise mère. Enfin, j'avais plein de stress mêlé. J'aurais fait mon travail thérapeutique avant et verbalisé et de traiter au moins mon stress post-traumatique, je pense. Ça m'aurait aidé à vivre des grossesses plus apaisées parce que j'étais constamment angoissée en fait. Donc Mais ce que voilà. tu dis très justement, c'est que au-delà de, voilà, de ce que tu as vécu, sur une grossesse
classique chez une personne qui n'a pas vécu de traumatisme. Il y a déjà un effet hormonal intense avec Oui, des fois des possibles baby blues, bien des sûr. anxiétés. Voilà, on se dit, Mm. bon, bah, je vais peut-être le faire tomber alors qu'il n'y a aucune raison. Et c'est vrai que ça peut être décuplé effectivement si on est soi-même déjà pas très bien, même inconsciemment encore, hein. C'est Ah peut-être oui, pas c'est l'inconscient qui inconsciemment. parle. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Si, ouais, tu as raison. Le chamboulement hormonal, etc., c'était vraiment dur. Et c'est vrai que j'avais personne avec qui verbaliser mes peurs, en fait. Donc, or peut-être que, voilà, un conseil que je peux donner, si c'est dur d'en parler, si on a personne avec qui verbaliser, moi, je sais que dans mon cas, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé. Alors, l'écriture, moi, il y a que quelques années que j'ai commencé à écrire. Après, j'ai écrit un livre. Mais j'ai remarqué que dans mon parcours, en tout cas, si on a personne avec qui parler, pouvoir écrire ses peurs, ses doutes, ses angoisses, ça permet de se décharger déjà émotionnellement. Bah, que ça reste plus pour soi seul, c'est écrit dans mon cahier. Et moi, ça m'a beaucoup libérée. C'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à me libérer aussi de mes angoisses nocturnes, etc., insomnie. Bah, j'ai commencé à écrire. Et ça, pour moi, l'écriture, c'est thérapeutique. Voilà. Enfin, il y a des vertus thérapeutiques pour les personnes Bien qui n'ont sûr. pas. Voilà, donc, tout le monde n'est pas accompagné. Peut-être tout le monde n'a pas les moyens de faire un accompagnement thérapeutique. Mais j'estime que déjà, écrire, il y a déjà une façon de remanier son traumatisme. On peut écrire, voilà, avec ses propres mots. Et il y a une décharge émotionnelle qui se fait. Donc, ça, c'est un conseil que je donne aux personnes. Voilà. Mais de manière générale, si la parole en elle-même ne sort pas, c'est difficile. L'art, voilà, Oui, il y a il y a tellement de pas que choses. l'oral, tu as raison. Ouais, Par l'art, on par peut la vraiment, danse, la musique, tout à fait. l'écriture, voilà, la peinture, la sculpture, ce que vous voulez, mais il y a du moment que ça s'exprime d'une façon ou d'une autre, hein. Si c'est à l'oral, ben, tant mieux, mais si on l'exprime d'une autre façon, c'est très bien aussi, hein. Ça peut être par écrit ou par le théâtre ou je ne sais comment, enfin peu importe, par l'art, tout est bon. Du moment que ça sort hors de soi. Exprimer, pour moi, c'est, oui, qui sort à l'extérieur. Et c'est vrai que je rajouterais, ben, si j'avais fait, alors bien sûr, bah, je ne peux pas dire à 100%, mais je pense que si j'avais fait mon travail thérapeutique avant, j'aurais pu plus m'affirmer par rapport à certaines décisions ou des choses que j'ai subies après comme des violences médicales et que j'ai ressenti ainsi et qu'on m'a imposé même quand je ne voulais pas. Par rapport à mes 3 grossesses, ben, mes 2 premières, j'ai eu une épisiotomie. Et moi, l'épisiotomie, ben, je l'ai refusée. Donc à l'époque, bon, ça remonte à 18 ans, ma premier accouchement. Et j'avais vraiment clairement dit à la sage-femme, moi, je refuse l'épisio et je préfère que ce soit une déchirure naturelle. Et elle n'a pas écouté voilà, ce que j'exprimais. J'aurais peut-être dû l'écrire par écrit, je ne sais pas. Et elle m'a dit, non, non, bah, pour une première grossesse, dans cette maternité, c'est 90% des premières grossesses, premiers accouchements, bah, il y a une épisio. Et moi, je me suis sentie niée dans mon droit de consentement. Donc, en plus, j'ai une déchirure plus une C'est épisio. terrible. En plus, elle s'est infectée. Et pour moi, à l'époque, je ne pouvais pas verbaliser pourquoi je ne voulais pas à l'épisio. Parce que je me dis, mais en fait, aujourd'hui, je peux très bien verbaliser. Pourquoi? Parce que j'ai fait des liens. Je ne voulais pas qu'on touche à cette zone-là, voilà, le périnée, pour moi, qui est une zone où j'ai subi des violences et je ne pouvais pas lui dire à l'époque, j'ai subi des violences sexuelles, j'ai subi un viol quand j'étais enfant. C'est pour ça que pour moi, dans mon cas, bah, je ne veux pas une épisio et je choisis, ok, la déchirure, même si pour elle, c'est plus dur à recoudre. Mais je n'ai pas pu m'exprimer clairement, en fait. Et j'ai subi ça vraiment comme une violence médicale, l'épisio qui m'a été imposée en fait. Donc je pense que j'aurais fait mon travail thérapeutique avant, j'aurais pu verbaliser avec des mots, voilà pour quelle raison, comme j'ai vécu ça, je pense que la personne qui accompagne serait peut-être plus en mesure de comprendre pour ma réticence et peut-être qu'elle aurait pu me dire avec des mots, bon, je vais essayer dans la mesure du possible, mais si vraiment il n'y a pas de choix, sachez, nanana. Mais elle m'a dit dès le départ, non, non, c'est niette, c'est 90% des premiers accouchements, il y a une épisio. Bah, j'ai pas été écoutée, je me suis pas sentie écoutée. Donc, mais voilà, c'était juste, je voulais faire ce point-là, mais Non, mais ça aurait c'est changé très beaucoup de choses, je intéressant, pense. Ça aurait changé beaucoup de choses si j'avais pu verbaliser plus tôt, bien parce que sûr. j'aurais fait des liens plus tôt et j'aurais pu exprimer plus tôt au personnel médical pour quelles raisons je me comporte ainsi, pour quelles raisons je ne souhaite pas, voilà, ceci, cela. Et je pense qu'elle aurait été en mesure de comprendre mieux, je suppose, en tout cas. Mais c'est Mm. intéressant parce que tu as dit tout à l'heure, j'aurais peut-être dû l'écrire, etc. Encore une fois, il faut vraiment voir les choses avec du recul et Mm. ne pas se flageller parce que on fait comme on peut. À l'époque, voilà, c'était peut-être pas le moment, voilà, t'y Oui, arrivais c'est pas et pas. voilà, c'est la vie, c'est comme ça. T'aurais peut-être pas pu l'écrire. Mm. Et j'aimerais bien ajouter un petit mot aux soignants parce que j'ai eu des retours.
notamment d'une patiente à qui on a dit qu'elle serait jamais une mauvaise mère. Oui, c'est ça, jamais une bonne mère, pardon. Ah oui, Le d'accord. lapsus, vous voyez, hein, ce que Donc je veux dire, c'est que on a des aberrations hein, comme c'est ça déjà un et jugement qu'elle émet, comme si c'est une sorte de prédiction quoi qu'on lui fait. C'est ça. ouais, C'est c'est n'importe quoi, comme si mmh, on pouvait être devin. Et ouais. Mmh. donc déjà, fuyez, hein. Si vous entendez des choses pareilles, C'est c'est l'horreur ouais, absolue. c'est vrai. Il y a des Et personnes aussi qui me racontent aussi. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'estime que les gens voilà, sont pas forcément formés. Hein. Je suis pas là pour faire le procès des personnes, mais j'ai eu bien sûr, des personnes que j'accompagne voilà, qui me disent ben, mon médecin m'a dit que je serais dépressive à vie, que je dois prendre des antidépresseurs toute ma vie. Ou les médecins m'ont dit ben, en gros, je ne pourrais jamais guérir. Alors, déjà, pour moi, déviance sexuelle, c'est pas une maladie, je précise. Voilà, c'est un traumatisme, c'est pas une maladie. Donc, mais dire à la personne, bah, tu vas être dépressive à vie et tu es obligé de prendre des médicaments et des antidépresseurs parce que, en gros, bah, après ce qui t'est arrivé, c'est la seule voie pour toi. Je me suis dit, mais comment les gens savent. Parce qu'on ne mm, peut mm, pas, déjà, comme tu dis, on n'est pas devant, on n'est pas médium. Et comment tu sais à la place de l'autre et ben, son potentiel de résilience. Moi, j'estime tous qu'on a tous et toutes un potentiel de résilience. Et de mettre des gens dans des cases, bah, ça veut dire en gros que tu vas rester victime toute ta vie. Bah non, c'est pas vrai. C'est pour ça que je trouve que les mots sont très importants. Et c'est vrai que même moi, voilà, je préfère dire ancienne victime et ou dire résilient, résiliente, parce que quand voilà, on enferme les gens dans des cases, bah, on leur enlève une partie de leur pouvoir, en fait. bien sûr, tout à fait. Mm, Et c'est mm, très juste de dire que, alors j'ai pu passer un message sur les mm. soignants qui doivent aussi respecter ce consentement. Alors en ce moment, il y a aussi un hashtag une femme, une sage-femme pour les salles de naissance, parce qu'effectivement, en salle de naissance, il y a un manque de moyens humains, Oui. ce qui fait que la prise en charge, elle est finalement plus compliquée. Et c'est vrai que s'il y avait plus de temps ou s'il y avait une sage-femme dédiée à une Mm. femme, il y aurait peut-être ce temps de parole et d'écoute peut-être. Enfin, en tout cas, Ouais. j'aimerais espérer ça pour que la personne puisse dire s'il y a eu des violences, parce Mm. qu'effectivement, on n'a pas forcément le temps et la possibilité, et ça, c'est vraiment très Bah triste parce oui, que, parce qu'il y a des manques de moyens et c'est des conditions qui sont difficiles. Et c'est vrai que voilà, si on a une consultation et on est limité, je sais pas, à 10 minutes, mm, bah, déjà, peut-être, ça prend déjà plus de 10 minutes pour, tu vois, bien sûr. créer une relation de confiance avec la personne. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est pour ça que c'est vrai que, oui, tu as raison, c'est difficile. Il y a vraiment clairement un manque de moyens, un manque de formation, un manque de sensibilisation et tout ça. Donc, je pense que Et voilà, mais les choses évoluent, hein. Ça prend du temps, mais je trouve que ça évolue bah, dans le bon sens, que petit à petit, les gens se forment, ou vu que c'est quand même un sujet d'actualité depuis 4 ans maintenant, avec MeToo Inceste maintenant, les gens commencent bah, à ouvrir. Il y a d'autres voies qui s'ouvrent en fait, en tout cas. ouais. Et les gens Et commencent à poser des questions. Mm. c'est vrai que des fois, c'est dur parce qu'on une Mm. personne aussi qui veut cacher quelque chose, mais c'est valable pour beaucoup de choses, hein, des Mm. problèmes d'ordre alimentaire, des problèmes voilà, de Mm. passé, de trauma. Elles peuvent y arriver aussi. Et c'est vrai que du coup, on a du mal à. Des fois, faut gratter, gratter. Et puis les choses, elles vont se faire au fil des consultations. Mm, tout à fait. Je m'adresse par exemple, là pour le coup, peut-être aux étudiants en médecine, ou voilà, peut-être ça va se passer sur la porte en disant, bah voilà, vous savez que vous avez mon mail, vous savez que Mm. vous pouvez me contacter, je peux vous revoir si vous le souhaitez cette semaine. Ou, voilà, des fois, c'est vraiment, il y a une Mm. confiance Bien sûr. qui doit s'installer, qui est dure à mettre en place. Mm. Mais c'est vrai que c'est terrible qu'on soit pas autant formé, et ça, franchement, je comprends tout à fait. Mais quand même, ça évolue. Moi, je vois de plus en plus enfin, des gens C'est vrai. qui ont envie voilà, de se former. Moi-même, j'ai fait des formations aussi violences sexuelles. Il y avait bah, des médecins, j'ai même vu des gendarmes qui venaient se former. Hein. Moi, j'avais créé mon asso, pas encore, j'avais juste mon blog, mais je vois quand même des personnes vont se former. Alors, tout le monde ne va peut-être pas se former, mais je vois qu'il y a des personnes qui souhaitent se former sur ce sujet. Et je trouve que tu as raison, Laure, tu soulignes quelque chose qui est très important, le fait que tu poses la question, même, ou proposer, même sur le pas de la porte, en allant accompagner le patient pour dire, ben, vous savez, je suis là, si vous avez besoin de parler, vous avez mon mail, vous avez mon téléphone, ben, ça crée déjà une ouverture. Parce que peut-être la personne, lors de la première consultation, même si tu poses la question, tu as des suspicions, est-ce que vous avez vécu une situation difficile ou des violences ou du harcèlement, enfin, même si la personne ne te répond pas tout de suite, mais la question a été posée, c'est-à-dire que
il y a une porte qui a été ouverte, l'ouverture a été créée. Peut-être que la personne ne va pas saisir la perche tout de suite, mais le jour où elle sera prête pour en parler, elle va se dire, bah, tiens, voilà, je me rappelle que Laure m'a dit ça, ben, j'ai quelqu'un avec qui je vois que ce serait possible de pouvoir verbaliser. Parce que la difficulté, c'est quand on a envie d'en parler, quand on est prêt, eh ben, on ne sait pas forcément à qui je peux m'adresser et quelle personne serait apte à recevoir ma parole. Et le fait que tu crées comme ça une ouverture, bah, je trouve ça vraiment, c'est un cadeau que tu fais, même si la personne ne prend pas le cadeau tout de suite, mais la graine est semée. Et Mais c'est c'est hyper important de semer des graines, parce que la personne se souviendra, en fait, même si c'est 1 an après, 2 ans après, même 10 ans après, mais elle saura, ok, là je suis prête. Alors, moi j'ai mis 20 ans, ok, 20 ans après je suis prête, ben, je sais que je me rappelle. On se rappelle toujours les gens qui nous tendent des perches. Ouais, moi je me suis toujours rappelé les gens qui m'ont tendu des perches, et j'avais l'occasion de me libérer aussi, mais on s'en rappelle et on se dit, ok, bah là je suis prête, et je sais qu'avec telle ou telle personne, ça sera sans doute peut-être plus facile, parce que apparemment elle est prête à m'écouter. Et donc, bah, merci déjà, enfin, franchement, de cette démarche que tu fais. Je trouve ça fondamental, et toutes les personnes, voilà, on va dire, les professionnels d'accompagnement, les soignants, les aidants, peuvent juste semer la graine. Et voilà, sans attente, hein. On n'attend pas que la personne nous raconte sa vie, mais dire, voilà, c'est possible, tu sais, je suis là, ma porte est ouverte. Et sache que si tu as besoin, ben, tu peux venir. Ça, c'est déjà un merveilleux cadeau. Et rien que ça, déjà, si on forme tous les médecins, les soignants, juste à poser cette ouverture, ça changerait tellement de choses. mais c'est tellement juste parce qu'on voilà, moi en tout cas personnellement, j'ai vraiment juste envie de voilà de quelque part de dire pardon à toutes ces personnes qui ont eu le mauvais mot au mauvais moment et le jugement dont on parlait tout à l'heure, Mm. le pourquoi et ça c'est terrible. Et donc, on crée des traumatismes à nouveau en réagissant mal comme ça. Donc, je vois qu'il y a Ouais. Ça peut créer une un trauma sur un formation au trauma, c'est dépistage. vrai, c'est vrai. Mm. Et il y a une personne qui parle d'une formation au dépistage des violences sexuelles. Alors, pour ma part, j'ai suivi une formation, Mm. mais effectivement, on peut accéder à des formations sur à la fois le dépistage, mais aussi voilà, la prise en charge. Toutefois, ça reste sur la base du volontariat. Il y a des DU, il y a des Oui. choses. Par contre, c'est pas encore franchement fait à la fac, et c'est dommage parce que je trouve que ce serait judicieux d'en parler davantage aux étudiants Mm. qui sont aussi souvent les premiers à qui les patients vont se confier, notamment des Oui. fois à l'hôpital, parce que les médecins, en tout cas les PH, Mm. etc., vont être entre guillemets occupés, et puis l'externe ou des fois l'interne après, il va avoir plus la présence au chevet du patient. Et ça, franchement, c'est vital, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a tellement, tellement à faire encore. Mais je trouve que En- quand même, tu vois, entre aujourd'hui et il y a plus de 20 ans, tu vois, il y a quand même, aujourd'hui, on est dans une époque où c'est quand même plus facile si on a besoin d'aide, de trouver de l'aide. On a quand même Internet, les réseaux sociaux. Bien C'est sûr. plus facile de trouver une asso. Il y a 23 ans, enfin, moi, c'est quoi, il y a 27 ans, tu vois. Ben, il n'y avait pas tout ça. Donc, on ne savait pas où s'adresser. Et puis, c'était même pas. Ça a toujours existé, les violences sexuelles, mais à l'époque, on n'en parlait pas ouvertement comme aujourd'hui dans les médias, etc. Donc, je trouve que l'époque actuelle est quand même plus propice à la libération de la parole que Bien 3 sûr. décennies avant. Donc, les choses Heureusement, évoluent, hein, les choses les évoluent. choses évoluent. Ouais, tant Et mieux. ça, c'est Ben, une bonne chose. les Mm. hashtags, tout ça, c'est Mm. vraiment important. Il y a aussi des comptes Insta. Je vais mettre en lien ce week-end pas mal de vidéos sur le consentement, de Orgasme et moi, enfin, des liens de numéros voilà, qu'on peut appeler si on a envie de communiquer, de parler. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet autour Ouais, des avec, alchimistes? avec grand plaisir, je vais vous parler de mon projet qui me tient très à cœur, en fait, parce que j'ai remarqué quand on a vécu des épreuves traumatiques, donc ça peut être des violences sexuelles ou des épreuves de vie, voilà, un deuil, une maladie, un accident de vie, on va dire, et ça fait 3 ans que j'accompagne des personnes en collectif, notamment, et que le fait de pouvoir partager avec d'autres personnes qui ont vécu des épreuves similaires, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, en fait, dans un parcours de résilience. Et je lance un projet voilà, à partir du 20 septembre, je lance mon programme d'accompagnement. On va dire c'est un programme collectif d'évolution personnelle où j'emmène voilà, des alchimistes avec moi sur le chemin en fait de la libération,
jusqu'à la reconstruction, de la résilience jusqu'à la sublimation de son épreuve. Parce que pour moi, quand on a vécu une épreuve de vie, ce qui est important, c'est aussi qu'est-ce que je fais de mon épreuve, en fait, quel sens je peux lui en donner. Dans mon cas, c'est vrai que la quête de sens était très important dans mon parcours. Et de partager, en fait, accompagner un groupe entier à évoluer au sein du groupe, où je transmets des outils où on pratique ensemble de toutes les étapes, voilà, de la libération jusqu'à la transmutation de ces épreuves, comment appliquer de l'or sur ces cicatrices. Et donc, je lance un accompagnement sur 3 mois où j'accompagne 2 fois par semaine mon groupe, notamment voilà, en coaching collectif et aussi voilà, où on s'entraînera tous les jours, on pratiquera. Parce que pour moi, je trouve que la transformation dans sa vie, ça passe par l'expérimentation. Le changement dans notre vie, ça passe aussi par mettre en application des principes. Donc, parfois, juste savoir, ça ne suffit pas. Il faut le mettre en pratique. C'est comme si, je sais pas, pour apprendre un métier, si on veut être médecin, je pense que si on lit juste des manuels de médecine, c'est un très bon début, mais à un moment, il faut pratiquer, il faut voir des patients, etc. Pour moi, c'est pareil, en fait, un chemin de résilience, ça passe aussi par pouvoir mettre en application des principes, comprendre des choses aussi, voilà, comme un principe de responsabilisation, on peut choisir de ne pas rester victime toute sa vie, on peut choisir de devenir résilient, résiliente, on peut choisir, même dans mon cas, de devenir alchimiste. Et ce choix nous appartient, et quelle que soit l'épreuve qu'on a subie, personne ne nous enlève ce pouvoir, en fait. Et c'est un chemin que je connais bien, et je suis ravie de pouvoir accompagner des personnes avec moi sur le chemin de la transformation de leurs épreuves pour pouvoir s'offrir un avenir rayonnant. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à suivre mon compte. Je vais mettre ton compte en lien. Je vais partager aussi cette vidéo sur YouTube. Et je vous invite à retrouver ce livre que j'ai lu. Évidemment, j'ai plein de petites marques. Il y a vraiment des choses intéressantes sur la pyramide. Enfin, voilà, je vous invite vraiment. Ouais. Je pense que c'est vrai que ce livre, je l'ai écrit, j'ai ciblé violence sexuelle parce que c'est mon thème, on va dire, de prédilection par rapport à ce que je fais. Mais en réalité, ça s'adresse à toute personne qui a vécu une épreuve ou un traumatisme parce que le parcours de résilience suit des étapes qui sont similaires. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas forcément vécu des violences sexuelles, mais dans ce livre, les aide pour avancer dans leur parcours de résilience et de reconstruction. Moi, je recommande à toute personne qui a envie d'avancer dans son parcours, quelle que soit l'épreuve qu'elle a vécue. Et voilà, je serais ravie que vous me fassiez un retour. Ouais, puis ce livre, il est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas glauque, en fait. Même s'il y a un fond d'histoire. Ouais, je suis un peu directe, mais c'est vrai. Voilà, l'histoire, le traumatisme en soi, il est triste, il est violent. Mais finalement, il y a tout ce parcours et l'évolution, la position de c'est l'espoir, en victime, fait, que je veux donner aux gens. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je ne me vois plus comme victime. J'étais victime à un moment de ma vie. Mais aujourd'hui, je ne suis plus victime. Ça fait, voilà, je suis résiliente et je dirais même que je suis alchimiste. Mais ça, c'est un choix qu'on peut faire. C'est-à-dire que, voilà, c'est important de prendre conscience qu'on a le choix à chaque étape de notre vie. Bien sûr, on ne choisit pas de subir ça, mais on choisit ce qu'on fait de son épreuve. Et c'est vrai que c'est un chemin, en fait, vers une transformation intérieure sur la connaissance de soi. Et puis moi, c'est un chemin, en fait, de libération et où j'ai trouvé en fait la paix en moi. C'est un chemin d'apaisement intérieur et jusqu'à trouver le bonheur aussi. Voilà. D'ailleurs, je donne une masterclass ce dimanche sur ma chaîne YouTube où je vais donner des outils aux gens et ma formule en fait du bonheur véritable où je vais transmettre en fait qu'est-ce qui m'a aidé dans mon chemin, malgré l'épreuve, à accéder au bonheur. Et j'estime que c'est quelque chose qu'on mérite tous et toutes. On mérite tous le meilleur dans notre vie. On mérite tous d'être heureux et heureuses. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est inaccessible en fait. C'est qu'en fait, il faut connaître, on va dire les recettes, comme une recette de cuisine, les ingrédients de la recette et les mettre en application. Et c'est vraiment en mettant des choses en application dans notre vie qu'il y a une transformation qui est possible. Et comme tu le dis, dans mon livre, c'est vrai que mon parcours de vie, c'est quoi 10% du livre. Tout le reste, c'est la transmission d'outils. Je donne des exercices à faire et les gens peuvent évoluer en toute autonomie et liberté. Et c'est vraiment ce qui me tenait à cœur, c'était transmettre en fait des clés de compréhension et des outils pour que les personnes puissent avancer dans leur parcours, qu'on soit accompagné ou pas. Voilà. Peu importe où on en est dans son étape de reconstruction, la résilience est possible pour tous. Voilà. C'est ça que je voulais vous transmettre comme message.
Tu as utilisé le mot pouvoir tout à l'heure. Mm. Mais je veux bien qu'on se quitte sur ce mot parce que je trouve que ce qui est très beau finalement. On redonne du pouvoir Oui, en c'est faisant ce reprendre le parcours. pouvoir sur sa vie, tout à fait. Ouais. Le pouvoir n'est pas dans les mains de la personne qui nous a fait, qui nous a causé du tort, qui nous a fait du mal, qui nous a blessés ou abusés. Le pouvoir, en fait, est toujours entre nos mains. Je dirais même, c'est quand je dis pouvoir, retrouver le pouvoir sur sa vie, c'est en fait retrouver sa puissance personnelle, en fait. Dire, Mhm. eh ben, euh, c'est moi qui suis capable de me créer la vie de mes rêves, en fait. Et peu importe finalement ce qui me soit arrivé, bien sûr, c'est difficile, c'est douloureux, je ne dis pas le contraire, mais c'est possible pour moi. Et je me l'autorise en fait. Et je me le permets. Il y a aussi une question d'autorisation, de permission. Aujourd'hui, je partage mon parcours pour vous dire en fait, c'est possible pour moi, mais c'est possible pour vous. Moi, je ne suis pas plus intelligente, plus chanceuse que quelqu'un d'autre. C'est qu'un jour, je me suis autorisée à être heureuse en fait. Je me suis autorisée à dire, eh ben, ok, je, je choisis de ne plus rester victime, c'est-à-dire je sors de l'impuissance. C'est pour ça. Moi, le mot victime, ça nous enferme dans l'impuissance. Et pour moi, quand je dis retrouver son pouvoir, c'est retrouver sa puissance, sa toute puissance. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et d'abord, ça commence comment? Pour retrouver sa toute puissance, bah, c'est se l'accorder à soi. Je m'autorise en fait à me voir comme quelqu'un qui est puissante. Je me permets de me voir comme ça et je me permets de me voir aujourd'hui. Ben, ok, j'étais victime à un moment de ma vie, mais aujourd'hui, je fais un autre choix. Et pour moi, tout chemin de transformation, ça commence par un choix. Ça commence par une décision. Et un choix, ça peut vraiment tout transformer dans notre vie. Donc, ce qui est possible pour moi, ça l'est aussi pour vous. Merci beaucoup. On va se quitter sur ces belles paroles, Anya. Mm. Je suis vraiment reconnaissante voilà, de tous tes mots, de tout ce que tu viens de nous dire. Et c'est vraiment généreux de ta part. Et C'est moi qui te remercie, Laure, pour cet espace de parole que tu m'as ouvert. merci à toi. Il y a des commentaires magnifiques. Des Tes mots. commentaires magnifiques. Ouais, vraiment, voilà, je vais mettre en lien sur ma chaîne des ressources Des ressources, oui, pour supplémentaires, les gens. Et puis des voilà, petits articles. si des personnes sont intéressées pour voilà, avoir le secret du bonheur, par exemple, je vous invite vraiment à me suivre sur YouTube où je donne une masterclass qui est gratuite ce dimanche à 18h pour vous partager en fait les clés comment en fait retrouver cette puissance personnelle, comme je vous dis, Ouais, et, franchir le pas. franchir le pas et que c'est vraiment ça commence par voilà, une prise de conscience et aussi une autorisation à soi et de faire un choix, une décision qui est différente de celle qu'on a fait avant. Et après, le chemin des possibles s'ouvre à soi, en fait. La voie s'ouvre. Et après, tout devient possible. Ouais. Merci Voilà. encore. Merci mille fois. Au revoir tout le monde. Merci, au Et revoir. puis, Merci à très bientôt. d'avoir suivi. À très bientôt. Merci. Salut. Au revoir.